Saviez-vous qu'une recette née à l'époque de la Grande Dépression est devenue tellement précieuse que des familles l'incluaient dans leur testament, aux côtés des bijoux et des terres familiales? Lorsqu'une douzaine d'œufs pouvaient coûter autant qu'une demi-journée de travail, les cuisines américaines ne se contentaient pas de s'adapter. Elles révolutionnaient entièrement leur façon de cuisiner. Aujourd'hui, avec les prix des aliments qui atteignent des sommets historiquement hauts, jusqu'à 12% plus chers que jamais, ces recettes oubliées refont surface. Des familles qui ont redécouvert ces techniques éprouvées affirment économiser jusqu'à 4 800 $ par an, plus que ce que coûte une mensualité d'hypothèque dans bien des villes. Pendant les prochaines minutes, vous découvrirez des recettes de dîners économiques qui ont marqué un tournant dans l'histoire culinaire des États-Unis. Du gâteau sans œufs ni beurre, devenu tendance sur TikTok, à une soupe si nutritive qu'elle a soutenu de nombreuses familles en temps de pénurie médicale. Ces recettes ne sont pas seulement des plats, ce sont des stratégies d'économie qui pourraient réduire votre budget alimentaire de moitié. Suivez-nous dans ce voyage au cœur du passé, ravivez des souvenirs touchants et redécouvrez l'ingéniosité de la cuisine en temps de crise. Car parfois, les meilleures recettes voient le jour dans les périodes les plus difficiles. Soupe de pierre, Stone Soup. Plus qu'une recette, la soupe de pierre est une légende sur la créativité dans les moments les plus durs de l'histoire américaine. Ce qui commença comme un conte populaire européen traversa l'Atlantique et, durant la Grande Dépression, prit vie dans des centaines de villages où le besoin était plus fort que tout. Quand l'argent disparaissait du jour au lendemain, les familles apprirent qu'une simple marmite d'eau pouvait devenir un festin, à condition d'y mettre un peu d'imagination. Le secret n'était pas dans la pierre, mais dans la capacité à transformer des restes apparemment inutiles en un plat réconfortant. Dans les années 30, dans un petit village agricole de l'Iowa, des repas communautaires étaient organisés où chaque voisin apportait un ingrédient sans valeur. Certains venaient avec un os, d'autres avec une demi-carotte flétrie. Au centre du village, on plaçait une grande marmite sur le feu et quelqu'un, souvent le plus farceur, lançait une pierre en disant « Voilà, nous avons l'ingrédient principal ». La recette commençait avec le strict minimum, de l'eau et des restes de légumes. Les cuisinières de l'époque laissaient mijoter lentement des pelures de pommes de terre, des peaux d'oignons et des carottes fanées. Avec un peu de chance, un reste de viande ou un vieil os se joignait à la préparation. Chaque élément ajoutait une saveur cachée, transformant la marmite en une véritable symphonie d'arômes. On disait que le parfum était si enivrant qu'il attirait les enfants jusqu'à l'école et que bien souvent, rien qu'en respirant la vapeur, on pouvait s'imaginer un festin de fête. Pour certains, cette soupe était le seul repas chaud de la journée. À l'époque, cette soupe pouvait nourrir une famille entière pour seulement 15 cents. Aujourd'hui, préparer une version moderne revient à environ 3,50 $ pour 8 portions, moins de 50 cents la part. De nombreux foyers ont redécouvert sa valeur, transformant les restes en économies allant jusqu'à 125 $ par mois. En 1934, une mère de 5 enfants dans l'Ohio écrivait dans son journal « Aujourd'hui, nous avons mangé avec une pierre. Il n'y a eu ni plainte ni bruit, juste des cuillères et de la gratitude. » Chaque bulle qui monte à la surface de la marmite est un murmure du passé, rappelant qu'au cœur des ténèbres, une idée simple peut rassembler une communauté autour d'un repas partagé. La soupe de pierre est un hommage à la résilience humaine, où chaque déchet a son utilité, et chaque histoire commence par une marmite et une pierre. Ragoût Hoover, Hoover Stew. Le ragoût Hoover, nommé ironiquement d'après le président que beaucoup tenaient responsable de la crise économique, est devenu un symbole de résistance, d'ingéniosité et de survie. Malgré sa connotation politique, ce plat représentait de façon tangible la capacité d'adaptation face à la pénurie. Durant les années les plus rudes de la Grande Dépression, dans des camps de travailleurs sans emploi appelés Hooverville, ce ragoût était préparé dans de grandes boîtes d'huile recyclée. Chacun y contribuait avec ce qu'il pouvait, une poignée de pâte cassée, quelques tranches de saucisses ou des haricots en conserve à moitié entamés. Dans un de ces camps, à Saint-Louis, on disait que le goût du ragoût changeait chaque jour, mais qu'il avait toujours la saveur de la communauté.
Ce plat était un mélange ingénieux d'ingrédients bon marché, haricots, légumes, restes de viande oubliés dans le fond du frigo. Cuit lentement à feu doux, chaque ingrédient libérait sa saveur pour créer un plat riche de caractère et chargé de sens. Chaque cuillerée était un hommage aux familles qui luttaient chaque jour pour mettre quelque chose sur la table. Dans les cuisines les plus modestes, préparer le Hoover Stew relevait autant de la science que de l'art. On rassemblait les restes, on les jetait dans une grande marmite avec de l'eau ou du bouillon et on laissait mijoter jusqu'à ce que chaque élément révèle son essence. Certains ajoutaient un filet de jus de tomate dilué, d'autres seulement du sel et de la foi. Le résultat ? Une recette riche en texture, en histoire et en goût. À Detroit, un journal local écrivait en 1932 que c'était la soupe officielle des mardis sans viande. Pour beaucoup, c'était aussi l'excuse parfaite pour allumer le poêle et s'assurer au moins un repas chaud dans la journée. Aujourd'hui, son héritage vit dans les ragoûts mijotés modernes qui perpétuent l'esprit du rien ne se perd, rien ne se jette. Des chefs contemporains le réinterprètent avec des ingrédients frais, mais en conservent l'essence, valoriser, combiner, soigner chaque louche. Chaque portion témoigne de notre capacité à transformer le peu en quelque chose de nourrissant, d'unificateur, de profondément humain. Soupe aux œufs, egg drop soup. La soupe aux œufs, avec sa simplicité désarmante, a su conquérir le cœur de nombreuses familles pendant la Grande Dépression. À une époque où les œufs étaient un luxe, cette recette permettait de tirer le maximum de chaque unité. Plus qu'une technique culinaire, c'était une façon d'étirer l'espoir. Dans une petite communauté rurale du Texas, les écoles publiques servaient une version très diluée de cette soupe. Le bouillon était préparé avec des os de poulet récupérés chez les bouchers et un seul œuf suffisait pour nourrir 10 enfants. Le résultat était léger mais réconfortant et les enseignants disaient que rien que de voir flotter les rubans dorés dans le bol donnait la force de continuer la journée. La préparation relevait presque du poème. Tandis que le bouillon frémissait doucement, le cuisinier versait les œufs battus en un mince filet, créant des rubans soyeux qui dansaient dans le liquide chaud. Cette texture douce et enveloppante symbolisait, d'une certaine façon, l'espoir transformé en soupe. Avec le temps, certaines familles ajoutèrent des vermicelles de riz ou quelques feuilles vertes. Un peu d'oignon nouveau ou une pincée de poivre suffisait à approfondir les saveurs. C'était une recette qui nourrissait le corps autant que l'esprit. Et surtout, elle prouvait que, même avec peu, on pouvait faire beaucoup. Aujourd'hui encore, la soupe aux œufs fait partie de nombreuses cuisines modernes. Et même si l'on y ajoute désormais des ingrédients plus raffinés, son essence demeure, transformer le manque en chaleur, avec créativité et tendresse. Une soupe qui, dans sa simplicité, continue de prouver qu'un seul œuf peut nourrir l'âme d'une famille entière. Slumgullion. Même si son nom peut sembler étrange, le slumgullion cache une histoire profonde d'improvisation, d'ingéniosité et de saveur. À l'origine, ce mot était utilisé de manière péjorative pour désigner un ragoût tout mélangé. Mais avec le temps, il gagna en affection et en respect dans des milliers de foyers modestes. Dans les camps miniers du Colorado, par exemple, les cuisiniers improvisaient ce plat avec ce qu'il leur restait après une semaine de dur labeur. On faisait bouillir des os pendant des heures, on coupait les rares légumes disponibles et on ajoutait un peu de graisse récupérée d'autres repas. Un mineur se souvenait « On ne savait pas trop ce qu'il y avait dans le slumgullion, mais il nous donnait la force de creuser pendant 8 heures de plus. » Ce ragoût épais et savoureux était fait avec ce qu'on avait sous la main. Restes de viande, légumes presque passés, voire des herbes sauvages cueillies dans le quartier. Tout cuisait ensemble dans une seule marmite, lentement, jusqu'à former un plat robuste et réconfortant. La magie du slumgullion résidait dans sa souplesse. Il n'existait pas de recette précise. Chaque préparation était unique, reflet de l'environnement et de l'instant. C'était un repas qui embrassait l'incertitude et la transformait en goût. Dans les quartiers ouvriers de Boston, une grand-mère racontait que sa version comprenait du riz de la veille, un bouillon fait avec des pâtes de poulet et, si elle en trouvait, une gousse d'ail rôti.
Les familles se retrouvaient autour de ce plat avec la certitude que, même si les ingrédients étaient humbles, le résultat offrait toujours chaleur, réconfort et sécurité. Aujourd'hui encore, cet esprit perdure dans les ragoûts modernes qui marient des ingrédients divers avec créativité. Ce qui, autrefois, était une nécessité est désormais vu comme une philosophie culinaire durable. Chaque cuillerée de slumgullion nous rappelle que des restes inattendus peuvent naître les plats les plus mémorables. Et que lorsqu'on cuisine avec ce qu'on a et beaucoup de cœur, le résultat dépasse largement la simple nourriture. C'est une histoire de vie. Pain de maïs, cornbread. Le pain de maïs fut sans aucun doute un pilier essentiel des cuisines pendant la Grande Dépression. Bien plus qu'un simple accompagnement, il était le support sur lequel de nombreuses familles bâtissaient leur espoir quotidien. Une recette aussi simple que symbolique, un geste de résistance face au manque. Dans les États du Sud, en particulier en Géorgie et en Alabama, le pain de maïs était si central dans l'alimentation qu'il était préparé même dans des foyers sans four. On le cuisait au feu de bois, sur des pierres chaudes couvertes de vieilles boîtes en métal ou directement sur la plaque d'un poêle à charbon. Dans une lettre écrite par une mère en 1935, on peut lire « Aujourd'hui, avec une demi-tasse de farine de maïs, j'ai nourri mes 3 enfants. Je leur ai promis que demain le pain serait encore meilleur, et il le sera, même si je n'ai plus que du sel. » Préparé avec de la semoule de maïs grossière, un peu d'eau, du sel et, avec un peu de chance, une cuillerée de graisse ou de beurre fondu, ce pain naissait de l'extrême simplicité. Dans beaucoup de petites communautés, faire du cornbread devenait une tâche partagée. Les voisins échangeaient astuces et secrets pour obtenir une mie tendre et une croûte dorée et croustillante. La pâte était versée dans une poêle bien chaude et préalablement graissée, puis cuite jusqu'à atteindre cette teinte dorée qui annonçait qu'il était prêt. Son parfum emplissait la maison d'une chaleur incomparable. Dans certains foyers, on le servait avec de la mélasse diluée ou juste un peu d'eau salée, de quoi donner l'illusion d'un repas complet. On l'enrichissait parfois avec ce qu'on avait. Une cuillère de sucre pour le sucrer légèrement, ou quelques herbes séchées pour lui donner du goût. Même les plus modestes essayaient d'innover, ajoutant des zestes d'agrumes ou des miettes de pain rassis. Aujourd'hui, alors que les boulangers modernes redécouvrent les farines anciennes et les méthodes ancestrales, l'esprit du pain de maïs d'origine est plus vivant que jamais. Il rappelle que parfois, la simplicité peut être profondément délicieuse, et que chaque grain de maïs contient une histoire de survie, car souvent, ce qui est le plus humble en ingrédients peut être le plus grand en signification. Soupe de pommes de terre, potato soup. Pendant la Grande Dépression, la soupe de pommes de terre était bien plus qu'un simple plat chaud. C'était un véritable rituel domestique, un pilier de survie et une métaphore silencieuse de la résistance. Lors des jours les plus froids, cette recette simple réchauffait les ventres et les cœurs. Dans une lettre conservée dans une bibliothèque du Minnesota, une femme écrivait en 1931 « Aujourd'hui, mes enfants riaient en épluchant les pommes de terre. Non pas à cause de la faim, mais parce que l'odeur du bouillon leur redonnait de l'espoir. Ils disent que quand ça sent la soupe, tout ira bien. » Préparée avec des ingrédients de base, pommes de terre, eau ou bouillon et quelques épices, cette soupe célébrait la noblesse du tubercule le plus modeste. Le processus était lent et attentionné, éplucher, découper, faire cuire. Les pommes de terre relâchaient leur amidon naturel et le mélange se transformait en un bouillon épais, nourrissant et réconfortant. Avec un peu de chance, on y ajoutait un peu de lait pour l'adoucir, ou une poignée de poireaux sauvages ramassés dans les champs. Si des restes de viande ou de légumes traînaient, ils venaient enrichir la recette. Ainsi, à partir de presque rien, naissait un plat complet. Mais plus que son apport nutritif, cette soupe représentait un rituel collectif. Les voisins se réunissaient autour de grandes marmites fumantes, près d'un feu. On partageait des histoires, des sourires et des louches généreuses, pendant que les ingrédients dansaient ensemble dans une chorégraphie d'arômes. Dans de nombreuses communautés rurales, c'était le plat des veillées d'hiver.
Aujourd'hui, de nombreuses cuisines modernes ont revisité la soupe de pommes de terre en y ajoutant du fromage, des herbes fraîches ou des ingrédients plus sophistiqués. Mais son essence reste la même, transformer un aliment commun en une étreinte chaude servie dans un bol. Peu importe les ajouts d'aujourd'hui, à l'origine, cette soupe nous a appris qu'un simple sac de pommes de terre pouvait être une bénédiction. Chaque cuillerée évoque une époque révolue, où l'ingéniosité humaine parvenait à faire d'un aliment banal un festin inoubliable, et nous rappelle que parfois, dans la simplicité se cache le plus grand des réconforts. Pain à l'avoine, oatmeal loaf. Le pain à l'avoine fut l'un des plus puissants symboles d'ingéniosité culinaire durant la Grande Dépression. Fabriqué avec des ingrédients simples mais nourrissants, il devint un pilier dans de nombreux foyers où le pain blanc était devenu un luxe hors de portée. Dans le Dakota du Nord, on raconte que les enfants apprenaient à moudre l'avoine entre deux briques, une activité devenue partie intégrante de leur éducation domestique. Chaque matin, avant de partir à l'école, ils aidaient à mélanger la pâte avec de l'eau tiède et à la verser dans des moules de fortune, souvent de vieilles boîtes de café recyclées. La recette commençait avec de l'avoine, de l'eau et un peu de levure ou de levure chimique. On y ajoutait ce que l'on avait sous la main, une poignée de raisins secs, une pincée de cannelle ou même des restes de fruits secs. Le résultat, un pain dense, rassasiant et qui se conservait plusieurs jours. Le véritable art résidait dans sa préparation manuelle. Certaines familles broyaient l'avoine à la main, la mélangeaient soigneusement puis la faisaient cuire dans des fours rudimentaires ou sur des poêles à bois. La cuisson lente permettait aux saveurs de se développer et à la texture de rester ferme, mais savoureuse. Parfois, on le tartinait de beurre fait maison, quand il y en avait, ou on le servait simplement avec un peu de saumure. Ce pain, même s'il n'avait pas le moelleux du pain du commerce, apportait l'énergie nécessaire pour affronter des journées difficiles. En plus d'une bonne dose de réconfort, on disait que 2 tranches de ce pain pouvaient nourrir un cœur jusqu'à la tombée de la nuit. Aujourd'hui, l'avoine est saluée comme un super aliment, mais rares sont ceux qui se souviennent que son usage le plus résilient fut celui-ci. Un pain fait maison qui nourrissait des millions de personnes en temps de réelle pénurie. Un pain qui ne se contentait pas de nourrir, mais qui soutenait émotionnellement des familles entières. Chaque tranche de pain à l'avoine nous relie à cette époque où la créativité triomphait de la rareté, et où chaque repas était un acte d'amour et de survie. Et chaque miette, une preuve que même dans les temps les plus sombres, on pouvait construire quelque chose de nourrissant avec ce que d'autres auraient jeté. Scrapple. Le scrapple est sans doute l'un des plats les plus ingénieux issus de la nécessité. Mi-pain, mi-viande, cette préparation astucieuse permettait d'utiliser jusqu'au dernier morceau du cochon. À une époque où chaque gramme de nourriture comptait, le scrapple était une déclaration claire. Rien ne se perd ici. Ses origines remontent aux communautés allemandes de Pennsylvanie, les Pennsylvania Dutch, qui dès le XIXe siècle réalisaient déjà des versions rudimentaires de ce plat. Mais c'est durant la Grande Dépression qu'il s'est popularisé dans tout le nord-est du pays. À Philadelphie, les bouchers mettaient de côté os, chutes et abats pour les voisins qui ne pouvaient se permettre de la viande fraîche, sachant qu'ils sauraient en tirer le meilleur. La recette consistait à faire bouillir les restes de viande de porc, os, abats, morceaux, avec des épices comme la sauge, le poivre noir et parfois une touche de muscade. Une fois le bouillon filtré, on y ajoutait de la farine de maïs pour former une pâte épaisse, versée ensuite dans des moules. Après un repos d'une nuit, cette pâte était tranchée et frite jusqu'à obtenir une croûte croustillante à l'extérieur et une texture tendre à l'intérieur. Son apparence était modeste, mais sa saveur inimitable, un équilibre parfait entre salé, épicé et réconfortant. Beaucoup le savouraient au petit déjeuner, accompagné de pain maison, de confiture de pommes ou d'un œuf dur, quand il y en avait. À l'époque, chaque portion représentait bien plus que de la nourriture. C'était le triomphe de l'ingéniosité sur le manque. Une grand-mère du Maryland se rappelait « Quand on servait du scrapple, mes enfants disaient que c'était comme manger ce qu'on avait rêvé toute la semaine. » Rien n'était jeté. Tout avait sa place.
Aujourd'hui, le scrapple est une spécialité régionale dans certaines zones de l'Est des États-Unis, revisitée par des chefs modernes en version gourmet, avec de nouvelles épices et présentations raffinées. Mais son essence reste intacte, une recette née du besoin qui transforme ce que d'autres rejettent en un mets chargé d'histoire, de goût et de dignité. Haricots au four, baked beans. Les haricots au four furent une présence constante et réconfortante sur de nombreuses tables durant la Grande Dépression. Ce plat, composé de haricots cuits lentement avec de la mélasse, de la moutarde et une pointe de vinaigre, est devenu un symbole de résilience culinaire et de patience. Ce n'était pas juste de la nourriture. C'était une promesse de saveur, même quand tout le reste manquait. Au Massachusetts, de nombreuses familles les préparaient dans des fours communautaires le week-end. On les laissait mijoter toute la nuit dans des pots en terre cuite et à l'aube, les voisins venaient chercher leur part. Les enfants arrivaient, cuillère enveloppée dans une serviette, impatients de respirer l'arôme sucré qui s'échappait du four. Les haricots, économiques et riches en protéines, sont vite devenus le cœur de nombreux repas. La magie résidait dans la cuisson lente. À feu doux pendant des heures, les saveurs se mélangeaient pour créer une combinaison sucré-salé qui nourrissait autant le corps que l'âme. Dans les foyers où chaque ingrédient comptait, un simple bol de baked beans pouvait nourrir plusieurs personnes, surtout s'il était accompagné de pain de maïs ou de restes de viande effilochée. Parfois, un peu de graisse de bacon ou une saucisse venait enrichir le goût. On disait qu'une bonne marmite de haricots pouvait durer 3 jours, à condition que personne ne prenne une double portion. Cuisiner des haricots depuis zéro était aussi une façon de montrer sa maîtrise et sa patience. Chaque tour de cuillère était un pas vers plus de goût, et chaque bulle en surface, la preuve que l'attente valait la peine. Les grands-mères enseignaient à leurs petits-enfants qu'on ne précipitait pas un ragoût. Si tu es pressé, tu ne cuisines pas des haricots, tu réchauffes des excuses. Aujourd'hui, même si des versions plus rapides et sophistiquées existent, la recette d'origine demeure un rappel puissant. Avec peu, on peut faire beaucoup. C'est un plat qui, encore aujourd'hui, réunit les générations autour de la table, avec son parfum chaleureux et sa saveur profondément familiale. Chaque cuillerée de haricots au four est une capsule d'histoire, un repas qui incarne la force et l'ingéniosité d'une génération qui a appris à survivre avec dignité, goût et chaleur, et qui, sans le savoir, a laissé une leçon éternelle. Le temps et l'attention nourrissent aussi. Sandwich au bacon et aux oignons, bacon and onion sandwich. Le sandwich au bacon et aux oignons peut sembler modeste, mais à son époque, c'était un véritable festin, un instant de plaisir au milieu de l'austérité. Pas besoin de luxe, ni d'ingrédients rares. Il suffisait de pain, de bacon croustillant et d'oignons caramélisés, et pourtant, ce sandwich représentait bien plus. Une célébration dans la simplicité. Dans les années 30, dans les quartiers industriels de l'Ohio, ce sandwich devint le déjeuner préféré des ouvriers qui enchaînaient des journées de 12 heures pour quelques cents. Les épouses préparaient le pain à la maison et le bacon provenait de morceaux bon marché ou de dons communautaires. Les oignons, souvent cultivés dans des potagers urbains improvisés, étaient lentement cuits dans la graisse du bacon jusqu'à devenir si doux qu'on pouvait les manger seuls. Le processus avait presque quelque chose de cérémonial. On faisait frire le bacon jusqu'à ce qu'il soit croustillant, puis on utilisait sa graisse pour cuire doucement les oignons. Ces derniers, en caramélisant, libéraient leur sucre naturel, devenant dorés, tendres et incroyablement parfumés. Dans beaucoup de foyers, l'odeur des oignons en train de cuire était le signe qu'un dîner spécial se préparait. Le contraste entre le salé du bacon et le sucré de l'oignon, combiné à une tranche de pain rustique, parfois grillé sur un poêle à bois, donnait un sandwich avec bien plus de caractère qu'on pourrait l'imaginer. Il ne fallait pas grand-chose de plus pour se sentir rassasié. Parfois, on y ajoutait un peu de moutarde ou une goutte de vinaigre si on en avait, mais la version de base était déjà un petit chef-d'œuvre. Ce plat simple avait une grande portée émotionnelle. Rapide à préparer, abordable, et porteur d'un moment de joie dans un quotidien souvent difficile. Une mère du New Jersey écrivait en 1932 « Aujourd'hui, avec du pain dur, un morceau de bacon et un vieil oignon, j'ai fait sourire mes enfants. Nous avons mangé en silence, non par tristesse mais par gratitude. »
Et même si aujourd'hui les sandwichs gourmets remplissent les menus des restaurants à la mode, celui au bacon et aux oignons reste un rappel puissant que l'humilité peut être profondément délicieuse. Une leçon que la cuisine, bien plus qu'une simple question de nourriture, peut devenir réconfort, lien et créativité. Chaque bouchée nous ramène à une époque où les saveurs étaient intenses, non pas à cause des ingrédients, mais à cause de la valeur émotionnelle qu'on leur donnait. Un sandwich qui, par sa simplicité, disait beaucoup sur la gratitude et la capacité de faire quelque chose de beau avec presque rien. Pelure de pommes de terre, frites, fried potato peels. Quand la nourriture se fait rare, la créativité prend le relais. C'est ainsi que sont nées les pelures de pommes de terre frites, une solution brillante pour éviter le gaspillage et transformer ce qui semblait inutile en une bouchée irrésistible. Pendant la Grande Dépression, dans de nombreux foyers, la peau de la pomme de terre n'était pas un déchet, c'était une opportunité. Dans les cuisines de Pennsylvanie, il était courant que les enfants soient chargés de laver soigneusement les pelures à l'eau froide, pendant que les mères réchauffèrent la graisse récupérée du petit déjeuner. On disait que les meilleures pelures étaient les plus fines, croustillantes comme des chips, mais avec un goût plus profond, plus vrai. Plutôt que de jeter les peaux après avoir épluché les pommes de terre, on les assaisonnait avec du sel et, si on avait de la chance, une pincée de poivre ou de paprika fumé. Puis, on les faisait frire à la poêle jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées, croustillantes et grésillantes. Le son de l'huile bouillonnante était presque une musique d'espoir, un hymne à l'ingéniosité domestique. Dans les quartiers ouvriers, les voisins se penchèrent parfois à la fenêtre pour demander « Tu fais frire des pommes de terre ?» ou leur pelure. Le résultat était une collation savoureuse, au goût terreux et à la texture addictive, idéale à tout moment de la journée. Beaucoup les servaient avec des soupes légères ou en apéritif lors des repas en famille. Et surtout, elles étaient quasiment gratuites, puisqu'on utilisait ce qui aurait fini à la poubelle. Aujourd'hui, les pelures frites font leur retour dans des restaurants qui les servent comme accompagnement gourmet ou croustillant sur des plats raffinés. Mais leurs racines plongent dans ces cuisines modestes des années 30 où chaque partie d'un aliment avait un rôle à jouer. Jeter quelque chose était presque un sacrilège. Chaque bouchée est une leçon de durabilité, une invitation à ne rien considérer comme perdu et à valoriser ce qui d'ordinaire passe inaperçu. Et plus encore, une preuve que la simplicité, bien réalisée, peut être aussi satisfaisante que les mets les plus sophistiqués. Gâteau de la dépression, Depression Cake. Le Depression Cake, aussi appelé Wacky Cake pour sa recette inhabituelle, est un trésor de la pâtisserie né en période de pénurie. Il fut une réponse astucieuse au manque d'ingrédients coûteux comme les œufs, le beurre et le lait, presque impossibles à se procurer sans sacrifier une semaine de salaire. Pendant la Grande Dépression, certaines boulangeries de quartier encore ouvertes affichaient des pancartes. Gâteau sans œufs, sans lait, sans beurre, mais avec du cœur. Il devint un symbole de célébration. On le préparait pour les anniversaires, les adieux, les anniversaires de mariage et même les funérailles. La recette reposait sur l'essentiel: farine, sucre, cacao en poudre et une touche de vinaigre. La magie venait de la réaction entre le vinaigre et le bicarbonate de soude qui faisait lever le gâteau sans œufs. Une merveille de chimie domestique au service de l'espoir. Une cuisinière du Missouri plaisantait. « Ce gâteau monte comme notre humeur quand on entend la cloche du boulanger. » Le résultat ? Un gâteau moelleux, riche en goût chocolaté, à la texture fondante. Si on disposait d'un ingrédient bonus, comme des noix ou des fruits secs, on l'ajoutait avec soin, comme un trésor. À une époque où le gâteau était un luxe inatteignable, cette recette offrait une dose de douceur sans faire exploser le budget. On le partageait en famille pour des occasions spéciales ou juste pour offrir un geste de tendresse. Il arrivait qu'on en offre un morceau à un voisin comme signe de solidarité. Aujourd'hui, de nombreux pâtissiers redécouvrent cette recette, la revisitant avec glaçage, fruits secs ou épices, mais sans trahir l'essence d'ingéniosité et de chaleur qui l'a rendue si populaire. Chaque part de Depression Cake est une célébration de la créativité face à la pénurie. Un rappel que même quand on pense ne rien avoir avec un peu de cacao, de farine et d'espoir,
on peut créer quelque chose de vraiment délicieux, et peut-être même inoubliable. Pudding de pain, bread pudding. Le pudding de pain fut l'un des moyens les plus délicieux et ingénieux d'éviter le gaspillage pendant la Grande Dépression. Cette recette prouvait qu'avec un peu d'imagination et beaucoup de cœur, même le pain le plus dur pouvait devenir un dessert réconfortant, empli d'arômes et de joie. Dans les quartiers modestes de New York, il était courant que les boulangeries donnent le pain de la veille aux familles dans le besoin. Certaines mères rentraient chez elles avec des sacs remplis de miches rassis qu'elles transformaient en dîner et en dessert. On disait, avec du vieux pain et de l'espoir, le four peut faire des miracles. La recette était simple, mais son impact énorme. Le pain était coupé en cubes, trempé dans un mélange d'eau, de sucre et d'épices comme la cannelle ou la muscade. Si on avait un œuf ou un peu de lait, on les ajoutait pour donner plus de corps. Puis, le tout était cuit au four jusqu'à obtenir une texture moelleuse à l'intérieur, dorée à l'extérieur. Lors des grandes occasions, on y versait un peu de mélasse ou on y glissait quelques raisins secs, tels de petits trésors cachés. Ce dessert chaud, sucré, presque festif, apportait du réconfort au cœur de la pénurie. Son odeur, en sortant du four, remplissait la maison d'un sentiment de foyer, de communauté et d'espoir. Dans bien des familles, les enfants s'asseyaient devant le four pour regarder la vie monter. Aujourd'hui, le pudding de pain est toujours présent dans de nombreuses cuisines, revisité avec des fruits confits, du chocolat ou des sauces sophistiquées. Mais chaque nouvelle version reste une évolution de l'original, née du besoin. Même avec tous ces raffinements, le vrai goût du pudding est dans son histoire. Chaque bouchée nous rappelle que l'inventivité et la tendresse peuvent transformer les restes les plus modestes en moments mémorables, et qu'en temps difficiles, il y a toujours de la place pour un peu de douceur. Biscuits à la mélasse, molasses cookies. Les biscuits à la mélasse sont l'exemple parfait de comment adoucir la vie sans ingrédients coûteux. Pendant la Grande Dépression, alors que le sucre était rare et souvent rationné, la mélasse devint une héroïne silencieuse, abordable, savoureuse et pleine de profondeur. Dans les campagnes du Vermont, les familles recevaient la mélasse dans des boîtes métalliques réutilisables. Les enfants les ouvraient avec soin, comme s'il s'agissait de coffres au trésor. On l'utilisait avec parcimonie, et son arrivée marquait une journée spéciale, le jour des biscuits. La pâte de ces biscuits contenait les basiques, farine, un peu de bicarbonate, des épices comme le clou de girofle ou le gingembre et bien sûr de la mélasse. Celle-ci ne donnait pas seulement du sucre, mais une chaleur profonde, parfaite pour réconforter les cœurs en temps de crise. C'était une saveur enveloppante qui restait sur le palais et dans les souvenirs. Quand ils cuisaient, leur parfum envahissait la maison, un mélange de nostalgie, de chaleur et d'irrésistible. Pour beaucoup, les faire était un véritable rituel familial. Les plus jeunes aidaient à former les boules avec leurs mains, puis attendirent patiemment que la cuisine se remplisse de la meilleure odeur du mois. Avec leur texture légèrement croustillante à l'extérieur, tendre à l'intérieur, chaque bouchée devenait un petit luxe. Même partagé entre frères et sœurs, il suffisait à égayer toute une après-midi. Aujourd'hui, malgré la multitude de variétés de biscuits, ceux à la mélasse restent un classique intemporel. On les retrouve dans les foires, les livres de cuisine anciens et les boulangeries nostalgiques. Ils rappellent qu'avec un peu de créativité, de simplicité et une touche de mélasse, on peut cuisiner quelque chose qui a le goût de la mémoire, de la famille et de la force. Riz aux raisins secs, rice and raisins. Le riz aux raisins secs peut paraître simple, mais à son époque, il était une façon lumineuse de transformer des ingrédients ordinaires en un plat nourrissant et agréable. C'était littéralement de la douceur dans des temps amers. À une époque où la viande était un luxe rare et les desserts un souvenir, ce plat apportait satiété et une petite touche de joie. Dans de nombreuses maisons du sud des États-Unis, les grands-mères disaient à leurs petits-enfants « une résinette pour chaque coin de l'âme ». Même dans les orphelinats de l'époque, ce plat était courant, préparé avec soin par des cuisinières qui savaient que nourrir, c'était aussi consoler. Le riz, bon marché et abondant, cuisait lentement dans de l'eau ou un bouillon de légumes recyclés. Vers la fin de la cuisson, on ajoutait les raisins secs qui, en absorbant l'humidité, gonflaient et libéraient leur douceur.
Pour beaucoup, ce changement de texture avait quelque chose de magique, quelque chose de petit devenait grand, quelque chose d'ordinaire, spécial. Quand on le pouvait, on assaisonnait avec un peu de cannelle ou de muscade pour un goût chaleureux et réconfortant. Ce plat changeait de fonction selon le contexte, parfois en accompagnement, d'autres fois en petit déjeuner ou en dessert léger. Cette recette alliait praticité et tendresse. Les raisins, autrefois considérés comme un luxe, étaient utilisés avec soin, en petite quantité, juste assez pour transformer le plat. Parfois, on les comptait avant de servir pour que chacun ait au moins une ou deux. Aujourd'hui, beaucoup redécouvrent cette recette et la revisitent avec des fruits secs, du lait végétal ou de nouvelles épices. Mais l'esprit du riz au raisin demeure, une célébration de la simplicité, un rappel que la douceur n'a pas besoin de grand-chose pour faire une grande différence dans une journée grise. Galettes de pommes de terre, potato pancakes. Les galettes de pommes de terre étaient une réponse savoureuse et pratique à la nécessité de tirer le maximum de ce tubercule si courant et économique. Pendant la Grande Dépression, alors que chaque aliment devait être optimisé, ces galettes furent une réponse instantanée, pleine de goût. Dans de nombreux foyers du Midwest, les mères râpaient les pommes de terre à la main sur de vieux torchons, en extrayaient l'excès d'eau et les mélangeaient avec un peu de farine et de sel. S'il y avait un oignon, on le râpait aussi. Sinon, on compensait avec des épices récupérées du fond du placard. Le résultat, une pâte simple, mais pleine de sens. La préparation était simple, mais la cuisson devenait un rituel. On formait des petites portions à la main, qu'on faisait frire dans de la graisse récupérée d'autres plats. L'arôme des galettes en train de dorer remplissait la maison, et leur goût réchauffait même les journées les plus dures. Dans certaines régions, on leur donnait une forme carrée où on y creusait un petit puits pour y déposer de la crème au moment de servir. On les mangeait au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner avec ce qu'on avait, crème aigre, confiture, ciboulette ou simplement un filet de vinaigre. Et elles étaient toujours bien accueillies. C'était un plat polyvalent, économique et profondément satisfaisant. Chaque bouchée révélait la créativité derrière leur création. Utiliser chaque partie d'un aliment sans rien gaspiller pour nourrir avec dignité. C'était aussi un moyen d'enseigner aux enfants à valoriser la simplicité et à cuisiner avec le cœur. Aujourd'hui, on retrouve des variantes internationales, comme les latkes juifs ou les röstis suisses, mais celles nées de la Grande Dépression ont une aura particulière. Elles sont l'héritage de ces jours, où avec peu, on faisait beaucoup. Et elles nous montrent qu'une simple pomme de terre, bien traitée, peut suffire à construire un repas complet et un souvenir inoubliable. Si ce voyage culinaire dans le passé t'a autant inspiré que nous, n'oublie pas de t'abonner pour continuer à découvrir ces recettes qui ne nourrissent pas seulement l'estomac, mais aussi l'âme. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui lui aussi apprécie la cuisine qui a du sens, de l'histoire et du cœur, car chaque recette que l'on ravive, c'est une mémoire qu'on maintient vivante. Et surtout, dis-nous en commentaire, laquelle de ces recettes as-tu le plus envie d'essayer ? Laquelle t'a rappelé ta grand-mère, une histoire familiale, un parfum d'enfance? On adore te lire et savoir qu'à travers ces plats, on continue de bâtir une communauté, une cuillère à la fois. Car parfois, entre farine, pommes de terre et mélasse, on trouve les liens qui nous unissent au-delà du temps.